j'ai la joie et puis la responsabilité d'animer cette dernière table ronde avec 3 intervenants qui sont tous engagés, qui sont tous des citoyens engagés pour une société peut-être plus saine, plus équilibrée. Je m'appelle Candice Marot aussi, je suis notamment la présidente de l'association pour la méditation dans l'éducation. Donc nous, on œuvre plutôt au niveau de l'éducation des enfants et c'est quelque chose qu'on va aborder aussi, je pense, aujourd'hui dans la table ronde. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on a entendues dans ces derniers jours. On a abordé hier la posture altruiste, on a parlé de la différence entre l'empathie et la compassion. Tout à l'heure, il y a eu cette approche de l'interdépendance, l'importance de l'interdépendance, de l'engagement aussi. Peut-être, voilà, on a évoqué la politisation, les conflits, la société anxiogène aussi dans laquelle on vit. Et c'est vrai que confronté au défi d'une société altruiste, finalement, on est dans... C'est une question difficile puisqu'on est quand même engagé dans une société, on participe dans une société qui est assez anxiogène. On n'a pas beaucoup parlé, notamment, pas sortir des statistiques, mais des chiffres auprès de la jeunesse, de l'impact de la société dans laquelle on vit sur l'enfance et la jeunesse. Il y a de plus en plus de troubles en santé mentale, notamment des troubles, la fameuse éco-anxiété de la jeunesse. Il y a, on va dire, dans les entreprises, beaucoup de souffrance aussi, la souffrance du personnel de santé. Donc on vit quand même, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que le constat dans notre société en termes d'altruisme et de respect de l'équilibre et du vivant n'est pas forcément respecté. Et une des premières choses sur lesquelles j'ai envie d'écouter nos intervenants, et peut-être on va commencer par toi, Ilios, c'est le rôle de l'individualisme ou l'importance, l'impact de l'individualisme d'une société bâtie finalement sur un mythe individualiste et en quoi ça freine cet avènement d'une société peut-être plus altruiste. C'est vraiment le sujet de Mathieu, ça. Donc, je vais dire un tout petit mot avant Mathieu. Alors, si on fait de la recherche, c'est toujours complexe parce que la recherche est toujours nuancée, y compris sur la question de l'individualisme. Je vous donne un exemple. L'individualisme au Japon ou en Europe n'a pas les mêmes effets aux États-Unis. Et donc, dans une société collectiviste comme le Japon, être individualiste, c'est très négatif pour la santé des personnes, la santé mentale, mais être individualiste dans une société plus individualiste comme la nôtre ou celle des États-Unis est beaucoup moins délétère. Je vous dis ça juste pour vous montrer que tout est toujours nuancé quand on fait de la recherche scientifique. Par contre, là, et Mathieu me corrigera, là où les choses sont très claires, c'est si on parle de matérialisme. Et donc, si on pense à l'orientation matérialiste des humains et de nos sociétés, qui est qu'on va valoriser davantage l'image, le statut, les possessions et ainsi de suite, là, c'est très très clair. Plus vous êtes matérialiste, moins votre santé mentale est bonne. Et c'est vrai qu'au niveau global, on voit une augmentation de l'individualisme et du matérialisme au sein des dernières années. Mais on peut se dire, là, il n'y a vraiment pas de débat, c'est cette question-là. Et on voit, tant chez les ados... Non, aucun problème. On voit tant chez les ados que chez les adultes. Non, je me dis, parfois il y a un message plus important à écouter, on ne sait jamais. Non, ça serait bête. Hein, je pensais à ça et puis je reviens, mais Maître Eckhart, un grand mystique chrétien, disait « Dieu nous rend souvent visite, il y a rarement quelqu'un à la maison ». Je me dis, si c'était lui justement qui appelait, une solution toute faite pour l'altruisme, on n'aurait pas entendu. Donc il faut toujours tendre l'oreille. Et donc, autant chez les ados que chez les adultes, on voit que les personnes qui sont reliées à ce qu'on appelle des valeurs ou des buts extrinsèques, donc qui valorisent davantage, de nouveau, le statut, l'argent, la popularité, et ainsi de suite, sont en moins bonne santé que celles et ceux qui valorisent, par exemple, la communauté, le lien, et ainsi de suite. Voilà. Je vais laisser la parole aux suivantes. Magali, je me lance. Alors, je vais revenir sur ce terme d'éco-anxiété dont tu as parlé. Je voudrais aussi apporter de la nuance là-dessus, en rappelant que, effectivement, aujourd'hui, il y a 75% de la population, et ce n'est pas que les jeunes qui se disent extrêmement inquiets de la situation. Alors, ils sont inquiets, certes, de la situation écologique, mais aussi de la situation plus globale, géopolitique. Et avec On est prêt, le mouvement dont tu parlais tout à l'heure, activiste, en fait, ça nous a semblé très important d'étudier ce sujet de la peur et de nuancer, en fait, de se réconcilier avec la peur, en rappelant en fait que aujourd'hui c'est complètement normal d'avoir peur étant donné la gravité de la situation écologique, de la situation du monde. Et donc c'est normal si vous avez peur.
étant donné aussi l'inaction des dirigeants à la hauteur des enjeux. Et tout l'enjeu, ça va être de trouver la manière juste d'agir pour soi-même et de se connecter aux autres, et justement de retisser des liens. Et sur ce sujet de la peur, je voudrais rappeler quand même que si on est vivant, si on habite cette planète, c'est que la peur nous a aidés à survivre pendant des millénaires. Donc la peur peut être une très bonne conseillère, à condition que nous ne fassions pas déborder par elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la peur prend toute la place, à partir du moment où la peur se transforme en sentiment de panique, eh bien là, elle peut nous empêcher de réfléchir et nous rendre manipulables, et nous rendre sujets aux thèses conspirationnistes, confusionnistes et extrêmes. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc ça, c'est quand même super important de réussir à mettre le doigt dessus et à réguler cette peur, et à regarder en fait ce qu'elle nous aide à voir, c'est-à-dire qu'elle nous apporte de la lucidité. Donc en fait, quand on est éco-anxieux ou socio-anxieux, quelque part, c'est qu'on est courageux parce qu'on regarde la vérité en face et on a conscience de ce qui est en train de se passer. L'enjeu derrière, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et une fois qu'on a écouté cette peur, on peut la mettre à sa juste place et on peut se connecter aux autres émotions à l'intérieur de soi. Et donc, avec On est prêt, on a lancé un travail effectivement avec des experts, des sociologues, des psychologues pour réconcilier l'écologie intérieure et l'écologie extérieure. Et on a lancé un programme qui s'appelle Tu flippes, point d'interrogation, prendre soin de soi pour prendre soin du monde, où on intègre dans un programme de 14 jours la méditation et la nécessité, la capacité à se reconnecter aux vivants autour de soi et aux autres, sortir de l'isolement pour justement trouver l'action juste. Voilà. Merci Magali. Et Mathieu, justement, dans la philosophie bouddhiste, qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur ce constat qu'on vit? De toute façon, on est tous d'accord qu'on a besoin d'une société où il y a du lien. Et malgré tout, il y a cette séparation et des autres, du vivant. Enfin, qu'est-ce qui est à l'origine finalement de notre tendance à la séparation du point de vue bouddhiste? Oui, alors, il y a plusieurs niveaux à tout ça, bien sûr. Tout d'abord, à propos de l'anxiété, l'année dernière, j'avais participé en Écosse avec un dialogue avec un lama tibétain qui s'appelle Mingyur Rinpoche. Et les gens étaient en ligne, il y avait plusieurs milliers de personnes en ligne, et il avait demandé à un moment donné quel était l'état mental qui était le plus préoccupant en ce qui leur concerne, enfin, parmi les états mentaux un peu négatifs. Et donc, il y avait la colère, le désir, etc. Et moi, je m'attendais un peu que ce soit la colère ou le ressentiment. Et en fait, c'était la peur qui était de loin, mais pratiquement 2 fois plus. Donc, c'était assez révélateur et surprenant. Alors, juste avant de parler de le pourquoi, d'où ça vient cette notion de séparation, dire quand même qu'il y a 2 formes d'individualisme. D'abord, celui qui est sain, c'est celui de ne pas être simplement un pion dans la société, comme ça peut se faire dans les régimes totalitaires. Feu mon père, Jean-François Revel, disait dans les régimes totalitaires, on vous dit, nous savons comment vous rendre heureux, simplement si vous n'êtes pas d'accord, nous avons le regret de devoir vous éliminer. Donc ça ne marche pas non plus. Donc cette réaction amenée à la démocratie, chacun pouvait mener sa vie finalement comme bon lui semble, mais sans pour autant, à condition de ne pas nuire aux autres. Donc, la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, dans la mesure où ça ne nuit pas à autrui. Mais c'est certain que l'individualisme exacerbé, c'est quand même pas mal développé en Occident, et plus particulièrement, par exemple, aux États-Unis, on parle même d'une épidémie du narcissisme, qui est une forme extrême de l'individualisme, et qui a augmenté considérablement au fil des 2 dernières générations. Et d'ailleurs, quand une étude scientifique a été publiée, et que c'est même un article dans le New York Times, il y a des gens qui ont réagi, des jeunes qui ont réagi, en disant, mais bien sûr, nous sommes la génération la plus fantastique de l'histoire, et nous, les Américains, les plus extraordinaires qui soient. Donc, ils n'étaient pas du tout étonnés que le narcissisme, pour eux, leur semblait justifié. Donc ça, c'est évidemment un problème. D'autant plus que l'on sait, il y a une étude récente, une des plus vastes études longitudinales qui a été faite sur le bien-être par des psychologues, sur 50 ans et des milliers de personnes, et qui montre finalement que le facteur numéro 1 pour la satisfaction de vie, c'est la qualité des relations à autrui. Donc, évidemment, l'hyper-individualisme ne favorise pas ce genre de choses. Alors, pour le bouddhisme, ça naît de l'idée d'un sentiment exacerbé de l'importance de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'imagine qu'il y a quelque chose, un noyau central, le moi ou le soi, ou
quel que soit le nom qu'on lui donne, qui serait une entité autonome et durable, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque immédiatement une scission entre moi et ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire les autres et le monde. Donc on veut protéger ce moi, on veut le satisfaire, et donc le monde devient polarisé et instrumentalisé en ce qui peut finalement être un instrument pour faire plaisir à ce moi ou un menace potentielle. Donc du coup, c'est une situation complètement déséquilibrée, puisqu'il y a nous et l'ensemble du monde. Alors, si jamais il y avait effectivement une entité, comme disait Descartes, le moi serait une entité autonome, permanente et singulière, on aurait toutes les raisons d'essayer de le défendre. Mais d'après le bouddhisme, c'est une illusion, c'est simplement un concept utile, une illusion utile qu'on attache à un flot dynamique en constante transformation qui est l'histoire de notre vie. Et on peut donner un nom à ça, Bibi Frécotin ou autre chose, tout comme on peut donner un nom à un fleuve, le Gange ou la Seine, pour pouvoir le reconnaître, mais il n'y a pas d'entité Seine, il n'y a pas une petite tête qui sort de temps en temps et dit « N'oubliez pas que c'est moi la Seine », c'est un flot dynamique en constante transformation. Donc si on le voit comme ça, lui donner un nom en sachant que ce n'est qu'un concept, c'est quelque chose de sain, mais si on s'y attache fortement, on crée ce clivage presque irréductible et ontologique entre moi et les autres, qui mène, ce n'est pas seulement une distinction philosophique, parce que ça mène à l'attraction et à la répulsion, qui, une fois qu'elles-mêmes sont exacerbées, mènent à l'obsession, à l'animosité, à l'orgueil, à la jalousie, au manque de discernement, et finalement à quoi? À la souffrance. Donc c'est ça un peu l'idée, que cette division, finalement, mène à la souffrance, ce dont on souhaiterait a priori se débarrasser. Merci. Alors malgré tout, il y a une étude en neurosciences sociales au laboratoire de UCLA en Californie qui nous rappelle quand même aussi, c'est quand même une bonne nouvelle, que nous sommes wired to be kind. Donc on est câblé pour être généreux, normalement connecté, peut-être altruiste. Donc on aurait un potentiel, on dit que les enfants ont des graines d'altruisme en nous. Alors, on va aborder ce sujet de manière différente, mais je vais recommencer par toi, Mathieu, du coup. Est-ce que tu pourrais quand même nous faire une distinction rapide entre, enfin rapide ou pas, mais entre l'altruisme inné et l'altruisme étendu? Parce qu'il y a peut-être cette prédisposition, mais comment ça se cultive, l'altruisme? Alors, au départ, évidemment, il y avait beaucoup de penseurs qui pensaient que les enfants sont des petites brutes égoïstes et qu'ils apprennent finalement à se comporter à peu près correctement pour fonctionner dans la société. Je ne veux pas dire qui sont les penseurs qui ont imaginé ça. Mais en fait, toutes les études faites avec des jeunes enfants montrent exactement le contraire. Notamment, il y a quelqu'un qui s'appelle Tomasello et Warneken qui ont fait ça avec des tout jeunes enfants et qui s'aperçoivent qu'ils sont, jusqu'à l'âge de 5 ans, des coopérateurs inconditionnels. C'est-à-dire, s'il y a un expérimentateur qui est sur un tabouret et qui fait tomber quelque chose, les enfants vont arrêter de jouer, vont se précipiter pour le ramasser. Et s'ils ont vu la personne qui le jetait par terre intentionnellement, ils ne bougent pas. Et donc, même s'ils doivent... S'ils sont seuls, s'il n'y a pas personne pour leur dire ce qu'il faut faire, systématiquement, il y a cette tendance à la coopération. Il y a aussi des études qui ont été faites à Yale, où on montre à un enfant de 12 mois deux marionnettes. Il y en a une qui essaie d'ouvrir un coffre, une marionnette jaune, elle n'y arrive pas, et il y en a une qui est rouge qui arrive et qui l'aide à ouvrir le coffre. Et puis la séquence d'après, on voit la même marionnette qui essaie d'ouvrir le coffre. Et cette fois-ci, il y a une marionnette verte qui arrive et qui rabat le couvercle. Et après, une expérimentatrice qui ne sait pas, parce qu'elle n'a pas assisté à la première phase, qui est la gentille ou la marionnette pas très sympa, montre les deux marionnettes à l'enfant de 12 mois qui regarde les deux. 90% des enfants prennent la marionnette sympa. C'est-à-dire que ce n'était pas envers eux, mais c'est entre eux. Donc, ils apprécient davantage un geste altruiste. Et on a fait ça avec des bébés de 3 mois. Alors évidemment, les bébés de 3 mois ne s'emparent pas de cette marionnette, mais on voit où ils fixent le regard. Et de nouveau, 90% des bébés de 3 mois vont fixer le regard sur la marionnette coopérative. Donc il y a, en tant qu'animal social, on peut devenir des psychopathes, on peut commettre des meurtres en masse, des génocides, mais malgré tout, il y a une prédisposition plus grande à la coopération et à l'altruisme, plutôt que le contraire, ce qui va à l'encontre de nombre de théories qui disaient que non, la violence est innée, que nous sommes des petites brutes égoïstes, qu'on apprend vaguement à se comporter correctement, mais que ce n'est pas dans notre nature.
Et justement, ça nous fait du coup aborder la question de l'éducation, puisque si on est prédisposé à l'altruisme, qu'est-ce qui se passe dans l'éducation pour que cette transmission s'interrompe? Alors peut-être Magali, je crois que tu as envie de partager avec nous le rôle notamment de la gouvernance dans l'éducation, enfin en tout cas des systèmes dans l'éducation qui pourraient transmettre différemment ces compétences psychosociales, cet altruisme, et en fait ça ne se fait pas ou... Oui, c'est vrai qu'on a parlé ensemble de ce qui pourrait être mis en place pour muscler en fait l'altruisme, muscler les capacités d'altérité, c'est-à-dire être en capacité d'adopter le point de vue de l'autre sur une situation, etc. Et c'est vrai que dans le milieu de l'écologie, on expérimente beaucoup d'outils qui sont des nouveaux modes de gouvernance. Je pense à Frédéric Laloux qui a mis en place des entreprises libérées, des entreprises opales. Et parmi les outils qu'on peut citer, il y a évidemment la communication non violente. J'ai vu tout à l'heure des livres de Thomas Dansbourg sur le sujet. Il y a toutes les compétences en lien avec la facilitation. La facilitation, c'est un métier vraiment qui est en train d'émerger, qui est très puissant et qui a justement cette aptitude à créer de l'intelligence collective dans des groupes. Et parmi les outils de facilitation, il y a énormément de choses qui existent dans les structures holacratiques, sociocratiques, etc. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut être enseigné dès la plus tendre enfance. Et c'est toujours, effectivement, cette capacité à mieux se connaître soi-même pour mieux exister en société. Ilios, est-ce que tu voudrais également partager avec nous un petit peu ta vision de ce que serait une transmission altruiste, peut-être aussi le rôle de la transmission altruiste, l'impact de la transmission altruiste dans l'éducation, notamment vis-à-vis des parents, vis-à-vis de leurs enfants également? Tout d'abord, je dois vous prévenir qu'avant, j'avais beaucoup d'idées sur l'éducation altruiste et depuis, j'ai un enfant. Donc ça, c'est très important à dire d'abord. Ensuite, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, qui était, on a les deux, même si on a davantage d'ouverture vers la bonté, on a les deux. Et il y a une histoire qui parle de ça, vous la connaissez certainement, c'est l'histoire d'une grand-mère indienne qui reçoit son petit-fils ou sa petite-fille pour une nuit. Ils sont là dans le tipi et l'enfant a peur, justement. Il a peur pourquoi? Parce qu'il entend les loups qui hurlent tout autour dans la prairie. Et la grand-mère dit à son petit enfant, écoute, tu sais, ces loups que tu entends et desquels tu as peur, tu as les mêmes aussi à l'intérieur. Ah bon, dit l'enfant? Mais oui, tu as un loup, tu as le loup de l'égoïsme, le loup de la méchanceté, le loup de la violence. Il est là en toi. Et tu as un autre loup aussi, tu as le loup de la générosité, tu as le loup de la bonté, tu as le loup de l'altruisme. Et ces deux loups-là se battent en toi, comme ceux-là qui se battent en dehors. Et l'enfant dit, mais grand-mère, c'est lequel des deux qui gagne alors? Celui que tu nourris. Et la question, je pense, de l'éducation, elle est là, elle est qu'est-ce que nous nourrissons? Alors évidemment, on ne peut pas tout faire ici, mais on pourrait se dire qu'il y a déjà le potentiel de bonté tout petit, et puis il y a l'éducation qu'on leur donne. Et dans l'éducation, il y a beaucoup de choses différentes, mais il y a notamment la question de l'exemple et des modèles. Parce que si nos enfants apprenaient parce qu'on leur dit, en tout cas, les nôtres, ils seraient toutes et tous parfaits, non? Mais l'enfant, malheureusement, apprend parce qu'il expérimente et pas parce qu'on lui dit. On a un ami, un psychiatre très chouette, Edelmax, qui dit toujours « Si on prêche l'altruisme à un enfant, il ne va pas apprendre l'altruisme, il va apprendre à prêcher. Si tu veux un enfant altruiste, tu n'as pas beaucoup de manières. Tu as quelques manières de faire. Traite les autres de manière altruiste, traite l'enfant de manière altruiste et traite toi-même de manière altruiste. Sinon, tu lui apprends par ce que tu fais, pas par ce que tu racontes. Il y a plein d'études qui le montrent. Je pensais à quelques études, avant ces études. L'importance des exemples et des histoires. Tout à l'heure, Mathieu a parlé de Victor Hugo, l'idée dont le temps est venu. Regardez la puissance des histoires, celle de Jean Valjean. Je dis ça parce que notre fille, quand sa maman lui a lu Les Misérables, elle a été tellement marquée par la grandeur d'âme de Jean Valjean, et surtout par sa transformation. Et vous rappelez-vous, c'est ce point tellement fort où Jean Valjean passe la nuit chez l'évêque, M. Myriel, il part en volant les couverts, et quand les policiers le ramènent, l'évêque dit « Mais non seulement je l'ai donné, mais prends aussi les chandeliers. »
Et vous imaginez la force de cet exemple-là, en fait. Jean Valjean, toute sa vie, va en être bouleversé, transformé. Il va devenir un exemple de générosité exagérée. Notre fille, elle disait, mais il exagère, Jean Valjean, quand même, parce que tout au long de l'histoire, il en fait de plus en plus. Il va se dénoncer lui-même pour pas qu'on punisse un innocent, et ainsi de suite. Et donc, là, cet exemple tellement fort d'altruisme, mais vécu, va bouleverser sa vie. C'est pas une leçon qu'on lui donne, c'est une expérience de vie émotionnelle forte qui est là. Et puis, donc, il y a les exemples, expériences de vie, et puis il y a ce qu'on va renforcer aussi. Les études scientifiques, oui, quand vous en avez marre des histoires, des études scientifiques, vous dites à Mathieu de se taire et à moi aussi, plus d'histoire, plus d'études. Alors, vous avez des enfants, et vous voulez leur apprendre la générosité. Et ces enfants-là sont dans un contexte où on leur dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est faire des petits jouets avec nos mains pour d'autres enfants à l'hôpital, comportement généreux. Il y a 2 groupes de ces enfants-là. Le premier groupe, on va les récompenser de manière financière. Il y a tout un mouvement, aux États-Unis notamment, où on pense que pour mieux étudier, pour mieux ceci, il faut récompenser les enfants. Tu as eu des bonnes notes, tu reçois une PlayStation. Mais c'est assez commun dans ces pays-là. Et donc, on va les récompenser financièrement. Et puis, il y a l'autre groupe où ces enfants-là, on ne va pas les récompenser financièrement, mais on va les récompenser émotionnellement. On va dire, écoute, c'est chouette, ah oui, c'est super de pouvoir faire attention à ces enfants qui souffrent beaucoup. Et ce qu'il y a de frappant, c'est qu'une fois que ça a été fait, on pose des questions aux 2 groupes d'enfants. On leur dit, premièrement, pourquoi avez-vous participé à faire des jouets? Le groupe qui a été récompensé financièrement dit évidemment, mais on l'a fait pour la récompense. Et l'autre groupe dit, mais on l'a fait parce que c'est chouette d'aider les autres. On l'a fait parce que ça nous fait du bien de soulager les souffrances d'enfants. Et ce qui est vraiment de très très frappant, c'est que par la suite, on leur dit, écoutez, le mois prochain, on recommence. Il y a uniquement 44% des enfants récompensés financièrement qui veulent bien, et 100%, vous imaginez, 100% des enfants qui n'ont pas reçu de récompense financière, mais qui ont été émotionnellement élevés eux-mêmes par ça, veulent bien recommencer. Et donc ça montre à quel point parfois on se trompe. Alors, pour être tout à fait honnête, moi personnellement, si je n'avais pas eu la science, ça n'aurait pas été tellement évident. Moi, je me serais dit, oui, c'est pas fou, en fait, de dire je récompense un enfant qui a fait quelque chose de bien ou mon enfant. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit non. En fait, quand on fait ça, ces récompenses qu'on appelle extrinsèques vont amener l'enfant ou l'adulte même à l'altruisme pour la récompense ou pour éviter la punition, mais ne vont pas nourrir ce potentiel dont Mathieu a parlé, qui est vraiment là, on le voit chez ces enfants. Et donc la question, c'est comment construit-on des systèmes éducatifs, des systèmes sociaux, qui vont nourrir ce merveilleux potentiel qui est là en chacune d'entre nous. C'est une vaste question. Il y a un autre aspect dans l'éducation, peut-être, et ça va être une question commune, mais vous allez peut-être y répondre, j'espère, enfin en tout cas sûrement différemment, et qu'on pourrait intégrer aussi dans l'éducation. On se rend compte que finalement, on a une société aussi qui occulte la question de la mort. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé jusqu'à présent. Même vis-à-vis des enfants, il ne faut pas parler de la mort, alors qu'ils sont confrontés à la mort très, très jeunes, très rapidement. Ils ont conscience de la finitude, ils ont conscience de la mort, même si c'est en perdant un animal, etc. Et puis c'est comme souvent, il y a encore un petit peu un stigma qui est là, qui est posé sur cette question de la mort, et qui nourrit peut-être aussi ce narratif de séparation, et cette anxiété aussi vis-à-vis de la vie finalement. Donc déjà Magali, tu voulais aussi nous parler de cette tentative de se réconcilier avec la mort, mais aussi du point de vue de la mort écologique. Oui, bah ça c'est effectivement quelque chose que moi je constate très fort dans l'écologie, c'est que souvent le discours écologiste est difficile à porter parce que ce dont on parle en creux c'est de la mort. On parle évidemment de la vie, mais aussi de la mort qui est le premier principe du vivant, et pas seulement de sa propre mort, mais potentiellement de la fin de l'humanité et de toutes les espèces qu'on embarque avec nous. Donc partant de là, effectivement, ça peut brasser énormément à l'intérieur et ça peut créer énormément de mécanismes de défense en face, et c'est normal d'avoir peur, et on touche non seulement à l'angoisse de mort, mais à l'angoisse eschatologique, c'est-à-dire une angoisse de fin du monde, quoi. Donc l'enjeu, effectivement, en tant qu'écolo, c'est certes de porter l'alerte et les discours scientifiques, mais partant de là, surtout rebasculer de Thanatos vers l'Éros, à savoir reconnecter avec la pulsion de vie. Et pourquoi on agit? C'est parce qu'on aime justement la vie, le vivant, et l'enjeu, après avoir porté l'alerte pour nous, c'est de basculer effectivement dans les solutions, comment agir,
alors là, il y a aussi des études qui ont été mises en place là-dessus, qui ont démontré que pour réussir à mettre les personnes en action, il faut que les solutions à la menace semblent crédibles, semblent plus puissantes que la menace elle-même. Donc effectivement, le fait de porter les solutions en tant qu'écolo est primordial, principal. Et c'est ce qui peut manquer parfois dans le discours, c'est-à-dire que parfois on a l'impression qu'on s'arrête à l'étape 1, c'est-à-dire on délivre l'alerte et puis après débrouillez-vous. Alors que le fait de partager les solutions communes, comment on peut agir collectivement pour faire société et surtout pour quel type de société on agit, ça c'est beaucoup plus important. C'est aussi Saint-Exupéry qui disait « N'apprends pas à tes hommes, si tu veux construire un bateau, comment construire ce bateau avec cette planche, voilà, mais fais-les rêver de la mer. » Et bien là, c'est tout l'enjeu justement, c'est de faire rêver de ce nouveau monde. Merci. Et Mathieu et Ilios, justement, vous avez écrit un livre qui s'appelle La mort, Quand la mort éclaire la vie. Quel est votre point de vue sur la question de la mort, l'importance de réintégrer la réalité finalement de la mort dans la vie? Il y a quelqu'un qui a dit, à force d'oublier qu'on va mourir, on oublie qu'on est en vie. Donc, le penser à la mort et à l'impermanence de toute chose qui se manifeste aussi bien avec le changement des saisons, vous avez vu la pluie, le soleil, on voit bien, mais aussi à chaque instant. Rien ne demeure identique à lui-même, ce que la moindre petite particule, plus de 2 instants consécutifs. Sinon, ça serait figé. Si le passage du temps s'arrêtait, donc cette particule resterait la même éternellement. Donc ça ne fonctionne pas. Tout est permanent, aussi bien au niveau macroscopique que microscopique. Donc si on oublie ça, on oublie finalement qu'on est en vie, et la vie peut s'écouler presque en vain, comme de la poudre d'or qui vous coule entre les doigts. Donc l'idée dans le bouddhisme d'être très conscient aussi bien de l'impermanence visible que de l'impermanence subtile qui change à chaque instant, c'est pas pour avoir une vision morbide de l'existence, on va mourir, c'est plus la peine de faire quoi que ce soit, mais c'est au contraire pour donner sa valeur à chaque instant qui passe, et que les heures qui passent ne soient pas comme du carton-pâte dépensé en vain, mais au contraire qu'on les imprègne du sens le plus profond. Et personnellement, j'ai passé pas mal de temps en retraite solitaire, et quand on est comme ça, on se concentre entièrement sur une pratique contemplative, le temps prend une toute autre valeur. Et même si voilà, on est une matinée engagée dans une pratique spirituelle, 1 heure avant la pause qu'on va faire à midi, cette heure est si précieuse parce que chaque instant en vaut la peine. On a ce sentiment-là. Si on se met au service des autres, aussi chaque instant en vaut la peine. C'est un peu comme un fleuve d'or fondu et le temps ne perd pas sa valeur. Et donc c'est finalement pour accorder toute sa valeur à chaque jour, à chaque heure de l'existence. Et donc ce n'est pas du tout quelque chose de morbide de savoir qu'il y a une échéance, que toute personne qui est née depuis toujours finit par mourir, que ça fait partie des choses, mais que le temps qui nous est donné, quel qu'il soit, est éminemment précieux. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on essaie de se souvenir de l'impermanence à tout moment. Il y a même une phrase d'un grand sage qui s'appelait Nagarjuna qui disait « On doit se sentir extrêmement fortuné de pouvoir inspirer à nouveau lorsqu'on a expiré ». Et j'ai un ami très cher qui est décédé parce que ses poumons devenaient calcifiés. Et il a dit à une autre amie ici présente, en passant dans Paris pour aller à d'aller à l'hôpital, les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir respirer. Oui, vas-y Magali. Merci pour ces mots. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, ça me fait penser à autre chose de très important avec la mort. C'est effectivement tout l'enjeu de nous réconcilier avec cette impermanence. Et adulte, ça veut dire ça. Adultima, c'est celui qui va vers la fin, qui intègre la finitude. Celui qui intègre la finitude, c'est celui qui intègre le fait qu'il va mourir, qu'il est mortel, mais aussi le fait que la planète est finie et qu'en fait, nous habitons sur une petite planète vulnérable. Et donc, tout l'enjeu, je pense, de l'écologie, c'est de revenir à cette sagesse intrinsèque qui est de se dire que, oui, nous sommes vulnérables. Voilà. Et donc, sortir de l'hubris pour revenir à l'humilité. Ça me rappelle chaque fois de hop, respirer, le temps de rallumer.
Ça me rappelait à l'impermanence aussi, aux effets positifs de l'impermanence lorsque nous sommes en difficulté, parce qu'il y a bien sûr l'impermanence, c'est la fin de ce qu'il y a de beau, mais aussi c'est la fin parfois des ennuis à un moment. Ça me rappelle une histoire à ce propos, et c'est l'histoire d'un roi qui a tout en fait. Il est tout puissant, il a tout, sauf la paix intérieure. Et ça l'embête grandement, surtout le jour où il apprend qu'il y a une femme forgeronne dans sa propre ville, qui n'a presque rien pour vivre, mais qui semble être totalement heureuse. Alors ça le rend fou, il envoie les conseillers demander, il dit « Allez voir quel est son secret ». Mais ce qu'on lui raconte est tellement banal qu'il dit « Non, elle me ment, en fait, elle me cache le secret du bonheur ». Alors il la fait venir, et quand elle est là, il lui dit « Écoute, tu as une semaine, amène-moi ton secret du bonheur, sinon c'est ta tête qui va rouler en bas des escaliers ». La forgeronne, tranquille, lui dit « Sire, je serai là dans une semaine ». Une semaine après, fidèle au rendez-vous, elle arrive, le roi anxieuse dit « Alors t'as amené le secret ?»« Oui, dit-elle. » Elle lui donne une boîte. Pas une boîte en santal, non, une boîte en bois vulgaire. Il ouvre la boîte, notre roi, il y a une bague dedans. Non pas une bague en or, une bague en métal vulgaire, en laiton. Et c'est quoi ça, dit le roi. Sire, dit la forgeronne, mettez cette bague. Alors le roi met la bague, et la preuve que c'était une bonne forgeronne, elle est parfaitement adaptée au doigt du roi. Et alors, dit le roi, et alors, dit la forgeronne, la prochaine fois que vous aurez une contrariété, enlevez la bague et regardez ce qu'il y a écrit dedans. Et elle s'en va. Il ne faut pas très longtemps que le roi, contrarié par un des courtisans, se rappelle, ça vient d'arriver, il enlève la bague, et dedans, il était écrit « Ça aussi, ça passera ». Est-ce que tu aimerais quand même nous approfondir un petit peu, nous amener plus d'éléments sur le lien entre justement la réintégration, la réconciliation avec la mort, notamment dans l'éducation, face à un enfant qui est anxieux finalement face à la mort. Comment faire le lien avec l'altruisme, la connexion, le lien entre la mort et l'altruisme? Est-ce que tu en vois un déjà? Ou pas? Il faudrait demander à des gens plus... Non, je pensais à une citation qui disait la mort ferme les yeux des mourants, elle ouvre les yeux des vivants. Et ce qui est sûr, c'est que la mort, c'est tout ce qu'a dit Matthieu, en fait, en nous rappelant que la vie est tellement fragile. Elle nous rappelle aussi que la vie est tellement précieuse. Et d'une certaine manière, elle nous réinvite à habiter davantage le présent. Et je pensais à deux personnes à qui j'ai parlé tout à l'heure, Alice et Inès. Et dans les conversations qu'on avait, il y avait quand même la question de se dire, voilà, on a été harangués par notre intervenante d'avant, avec beaucoup de passion, de belles passions, mais on peut se retrouver à se dire, oui, mais alors, le monde arrive peut-être à sa fin, tout ça est difficile, mais qu'est-ce qu'on fait chacun d'entre nous? Et je crois que la mort, elle nous rappelle la préciosité de la vie et l'importance d'agir maintenant. Et donc, ça nous ramène peut-être à nous dire que ce que je fais là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Comment est-ce que tu habites aujourd'hui, Ilios, ce qui compte pour toi? Non pas dans des très grandes idées toujours, mais dans ta manière d'être avec ton enfant, avec ton conjoint. Pour l'enfant, comment il est avec ses camarades. Et donc, ça ramène peut-être nos valeurs dans le présent. Et j'ai l'impression que lorsqu'on peut habiter ce qui est important pour nous, dans notre vie, quelle que soit la manière, en fait, pour l'une, c'est faire un potager, pour l'autre, ça serait aller manifester, pour chacune, mais lorsqu'on peut habiter ces valeurs, c'est là que ça devient très différent. Alors que l'impuissance, elle est terrible. Et je pense que cette question, elle s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes, chacune et chacun de manière différente, évidemment. Alors la question des enfants, c'est pas moi le spécialiste. Comme je vous avais dit, depuis que j'ai un enfant, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de questions, et c'est plus elle qui m'apprend que moi qui lui apprend quelque chose. Mais sur cette question des valeurs, exemple très simple, qui n'était pas sur la mort, mais l'autre jour, ça fait longtemps déjà, en fait, mais c'est très souvent qu'elle me rappelle ça. J'étais en train de lui dire, elle était un petit peu agitée, et je lui dis, à notre fille, je lui dis, écoute, tu pourrais être un peu plus calme, Néphélie. Et elle me regarde, et elle me dit, papa, est-ce une manière calme de demander à quelqu'un d'être calme? Et qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, à part, mais oui, tu as raison. Elle avait vraiment raison, et moi, quand c'est un adulte qui me parle comme ça, je vous avoue la toute simple vérité, en général, je me défends, je réagis, je veux trouver que j'ai raison, je m'en rends même pas compte. Quand c'est un enfant qui me parle, en fait, c'est tellement pas personnel que voilà, ça touche ma vulnérabilité et je peux que dire ben oui, tu as raison. Donc je me dis, plutôt que moi dire ce que feraient les enfants, si j'écoutais plus ce que les enfants me disent sur comment je pourrais moins faire, le petit monde dans lequel je suis serait un peu plus altruiste déjà. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Si vous n'avez rien compris, moi non plus, mais c'est pas grave.
Nous sommes réunis ensemble justement pour poser aussi les bases ou les contours d'une éventuelle société altruiste. Est-ce qu'une société altruiste, c'est utopique? Est-ce que c'est aborder la complexité, intégrer la complexité? Est-ce que ce serait juste simplement une société un peu plus saine, plus équilibrée, qui justement sorte un petit peu des polarisations dans lesquelles on peut être? Quelle est votre vision? Quels seraient pour vous les ingrédients finalement d'une société plus altruiste? Je commence. Déjà, il me semble que l'altruisme véritable n'est permis que dans une société qui respecte les droits humains, donc dans les démocraties. Et on peut croire que la démocratie est un acquis aujourd'hui, or ça fait quand même 6 ans qu'elle recule dans le monde entier. C'est très inquiétant. Donc il me semble que collectivement, en fait, l'enjeu, ce serait déjà de choyer la démocratie qui existe, d'essayer de la muscler, de la faire évoluer et de ne pas oublier d'aller voter le 9 juin aux élections européennes. Voilà. Mathieu, pour toi, qu'est-ce qui est important pour continuer à bâtir ou espérer un jour peut-être se rapprocher d'une société altruiste? Plusieurs approches pour répondre à cela. Il y a des grands esprits comme Bertrand Russell, comme Kofi Annan, qui ont dit la coopération est notre seul espoir de nous en sortir. Et notamment quand on pense aux défis les plus pressants, que ce soit la justice sociale, mais surtout le défi de l'environnement, il est bien évident que ça ne peut être que des solutions globales. Parce qu'il y a des pays qui font tout bien. Par exemple, un pays que je connais bien parce que j'ai vécu une dizaine d'années, le Bhoutan est un des 2 seuls pays avec le Suriname qui a un bilan carbone négatif. Et simplement, ils souffrent de la bêtise des autres parce que tous les glaciers fondent. Il y a des lacs de glaciers qui ont 50 millions de mètres cubes qui vont dévaler vers les vallées parce que même s'ils font ça bien, si c'est un phénomène global, ils n'y peuvent rien. Donc c'est clair que c'est la seule manière de résoudre les choses, c'est au travers de la coopération. Et cette coopération, finalement, nous avons cette capacité. Nous sommes des super coopérateurs. C'est un livre de Martin Nowak de Harvard qui montre que par rapport à beaucoup d'autres espèces, même si nous n'en sommes pas conscients, si ce n'est pas absolument délibéré, une ville ne pourrait pas fonctionner sans une coopération absolument extraordinaire. Rien ne marcherait, les transports. Donc, de facto, nous sommes des super coopérateurs. Et donc, pour ça, pour favoriser cette chose-là, évidemment, il faut s'en rendre compte. Mais il y a aussi un avantage peut-être du point de vue de l'évolution, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution de groupe. On sait maintenant que, si vous voulez, les altruistes, ils ont tendance à se réunir et à coopérer. Ça fait partie de l'altruisme de travailler ensemble. Donc, si vous prenez des égoïstes forcenés et vous les mettez un contre un altruiste qui va plutôt être sympa, gentil, qui va donner sa part du gâteau, et ben, l'autre va tirer la couverture à lui ou à elle, et puis tous les altruistes vont être systématiquement éliminés, parce que l'autre est sans merci, et l'altruiste se fait avoir. Mais si vous avez un groupe d'altruistes, collectivement, qui coopèrent, qui se rassemblent pour un but commun, qui comptent pour eux, ils font face à quoi? À une collection d'égoïstes individualistes qui se tirent dans les pattes tout le temps. Donc, en tant que sélection de groupe, donc ça a été étudié, il y avait des modèles mathématiques, il y aurait un avantage finalement à un groupe d'une société altruiste par rapport à justement ces individualistes exacerbés. Et pour ça, donc un gouvernement n'est pas censé vous rendre heureux ou vous rendre altruiste, mais avoir, disons, des garde-fous pour qu'on appelle les free riders, c'est-à-dire les profiteurs, ne détournent pas l'ensemble du système, notamment sur le plan financier, avec une totale liberté de faire tout ce qu'on veut, et pour aussi l'égoïsme institutionnalisé des multinationales, des intérêts et des lobbies, etc., mais faire en sorte que, puisque nous avons une tendance plus forte à coopérer, qu'on permette à la majorité d'étudier aussi que, en gros, 70% des gens sont prêts à coopérer, même s'il y a un risque, dans la mesure où ils pensent que les autres vont coopérer. Mais si tout le monde, s'il y a toujours des mêmes personnes qui ne coopèrent pas, ils vont avoir à chaque fois, donc la coopération tombe à zéro. Mais s'il y a des garde-fous, s'il y a une sorte de punition altruiste pour ceux qui ne coopèrent pas, les égoïstes disent finalement, il vaut mieux jouer le jeu,
Et donc, finalement, tout le monde coopère. Donc, il y a tout un système qui permettrait de régulation, de faire en sorte que cette tendance prédominante que nous avons à la coopération puisse triompher et ne soit pas, en quelque sorte, détournée par une petite bande d'égoïstes forcenés. Ilios, qu'est-ce que tu auras envie d'aborder sur ces ingrédients pour cheminer vers une société plus altruiste? Alors, pour vous dire ça, il faut que je vous ramène un jour, j'étais aux Açores, et j'étais dans un bain d'eau chaude, avec un monsieur qui devait avoir 75 ans, et qui était philosophe. Et dans ce bain d'eau chaude, il m'a raconté l'impératif catégorique de Kant. C'est pas une blague. Il était tellement génial qu'à la fin, on l'a invité aux Journées Émergence avec Mathieu. Il était capable d'expliquer les choses de manière très simple. Alors, je ne suis pas philosophe, vous me pardonnerez de ça, mais ce que disait Kant dans cette aventure, c'était quoi? C'était que si on veut un monde qui fonctionne, on ne devrait jamais considérer un autre être vivant uniquement comme un moyen, vous voyez ce que je veux dire, comme un moyen pour quelque chose, mais on devait toujours le ou la considérer comme une fin en soi. Et dit en d'autres mots, j'ai le sentiment que ce que fait Magali, ce que font tellement de femmes et d'hommes aujourd'hui, c'est une transformation radicale vraiment de notre manière de voir les autres. Quand je dis les autres, ce sont les autres femmes et hommes, mais aussi les autres qu'humains, le vivant, et d'un monde qui voit tout comme des choses à exploiter, de manière verte, hein, s'il vous plaît, on va les exploiter quand même. On transforme, on réenchante le monde, et au lieu de les voir comme des choses, on les voit comme des êtres. Et lorsqu'on voit une femme, un homme, un enfant, un prochain comme un être et pas comme une chose, on ne va pas le traiter de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut que le traiter comme, dans le pire des cas, comme un voisin, donc un rapport de voisinage, dans le meilleur des cas, comme notre famille. Ça change tout. Je n'ai pas dit que c'était facile. On sait que parfois dans la famille et dans le voisinage, c'est très compliqué. Mais c'est très différent de traiter les autres comme des choses qu'on va exploiter. Donc ce grand changement-là, de voir comment on peut réenchanter le monde en fait. Hein. Le monde devient un ensemble d'êtres vivants, donc les autres qu'humains, les animaux et même ce qu'on appelle la nature, les montagnes, les rivières, deviennent des êtres et plus des choses. Et la question qui se pose alors au groupe d'êtres vivants que nous sommes, c'est comment est-ce qu'on vit en bonne entente avec les montagnes, avec les rivières, avec les autres que nous, en fait, ceux qui ont des couleurs de peau différentes, ceux qui ont des visages différents, des orientations sexuelles différentes, et qui sont peut-être pas humaines et humains, mais qui sont d'autres animaux que nous. Voilà, j'ai l'impression que c'est un des changements fondamentaux, mais dont tu parleras mieux que moi, à mon avis, Magali. Justement, Magali, oui, je voulais te laisser la parole sur ton action pour réintégrer un petit peu les droits de la nature. Oui, alors avant de parler de ça, moi, ce qui me venait en t'écoutant, c'est le travail qu'on cherche à faire avec Imagine 2050. En fait, ce qu'on cherche à faire avec Imagine 2050, des personnes comme Cyril Dion et d'autres, c'est d'accompagner ces leaders culturels à prendre conscience des grands enjeux de société et à transformer leurs récits. Et alors, pourquoi les leaders culturels? Bien, les leaders culturels que sont les artistes, les communicants, les publiciteurs, les éditeurs de livres, de jeux vidéo, les radios, les industries vivantes. Donc, si on s'intéresse tant à eux, c'est parce que ce sont eux qui ensemencent nos imaginaires, qui créent ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, les médias, c'est considéré comme étant le 4e pouvoir aux États-Unis. Ça a une force phénoménale. Et c'est Aurélien Barraud aussi, cet astrophysicien, qui rappelle qu'aujourd'hui, en fait, on sait très bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on connaît le constat scientifique, on sait via le GIEC, l'IPBES, etc., la gravité de la situation et ce qu'il faut faire. Mais ce qu'il nous manque, ce sont ces poètes qui nous donnent envie. C'est justement de rêver ensemble. Donc c'est pour ça qu'avec Imagine 2050, on essaye de faire ce travail assidu auprès de journalistes, scénaristes, etc. Et là, ce à quoi je pense, c'est qu'on a accompagné donc, la série Plus belle la vie pendant 1 an et demi. Donc Plus belle la vie qui permet de toucher quand même 3 à 4 millions de personnes par jour. Ça s'est arrêté, mais ça va bientôt reprendre. Et un jour, les scénaristes viennent nous voir et nous disent « Bon, là, on aimerait parler d'un blackout électrique, mais on n'a que des images de guerre civile qui nous viennent. » Donc là, on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas montrer à ces 3 millions de personnes des images de guerre civile s'il y a un blackout qui se passe. Donc en fait, ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a documenté en fait, des histoires vraies, d'histoires qui se sont vraiment passées dans le monde autour de blackout et des histoires d'entraide.
Parce que l'enjeu, c'est qu'effectivement, notre société va devenir de plus en plus chaotique avec les événements climatiques, etc. Il va y avoir de plus en plus de challenges qu'on va avoir à surmonter collectivement. Et nous sommes des êtres de mimétisme. Donc c'est important qu'on se prépare dès aujourd'hui à cette entraide. D'où le fait de passer effectivement par les médias, les histoires, ça c'est une étape. Mais ensuite, l'étape concrète, c'est sur les territoires de déjà s'exercer à cette entraide. Donc là, on travaille aussi beaucoup avec Pablo Servigne sur ce sujet-là. Et moi, ce que je vous invite à faire, chacun, chacune, c'est, si vous ne les connaissez pas encore, d'aller voir les voisins que vous ne connaissez pas et de voir quel service vous pourriez leur rendre. Comment vous pouvez apprendre à mieux vous connaître. Comment vous pouvez apprendre à tendre la main dès aujourd'hui. Et il y a des études qui ont montré qu'effectivement, partant de catastrophe, la première réaction, c'est l'entraide, c'est pas la guerre civile. Ça, c'est Rebecca Solnit aussi qui en parle dans Un paradis, un enfer. Elle a documenté énormément de situations où c'est l'entraide qui a émergé spontanément. Voire même des soldats qui se retrouvent sur le front et qui font semblant, qui font exprès de tirer dans l'air et de rater les personnes qui sont en face d'eux. Ça me donne des frissons quand j'en parle. Et donc... voilà, donc l'invitation, c'est dès aujourd'hui de créer cette solidarité, de la muscler, et ce sera d'ores et déjà une source de joie énorme. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les catastrophes naturelles et les choses comme ça, et on se dit toujours, ouais, c'est chacun pour soi, ils vont piller les magasins. Et il y a deux exemples assez connus, notamment celui de l'ouragan Katrina, où on avait dit « Ah, ils ont pris piller tout, il y a des viols, les femmes sont violées ». Donc le gouverneur a envoyé l'armée au lieu d'envoyer des secours. Et en fait, les gens étaient incroyablement coopératifs. Ils s'est remis dans un stade, ils allaient chercher les gens qui étaient sur les toits, qui étaient les maisons inondées. Il y avait une immense coopération. Et en fait, on s'est aperçu que c'est la règle. Et très souvent, dans les tremblements de terre, par exemple, c'est toujours les gens du quartier qui sont là bien avant les secours qui arrivent de loin, les pompiers, les autres choses. Et donc, c'est une réaction instinctive et on peut espérer effectivement que cet aspect d'entraide prédominera sur le chacun pour soi. Et ça reflète aussi notre nature d'animal social, de venir en aide quand les choses sont... On est confronté à des êtres humains qui deviennent proches parce qu'on subit les mêmes difficultés et que donc, du coup, on prend conscience de notre humanité commune en ce temps de difficulté, en ce temps d'incertitude. Et c'est très important, en temps d'incertitude, de renforcer ce sentiment d'humanité commune ou de sentience commune avec les autres espèces également. Ilios, comment nourrir un nouveau narratif, puisque finalement, là, on voit qu'effectivement, l'entraide naît souvent finalement d'une situation de catastrophe ou est mobilisée, en tout cas, par la souffrance commune. Révélée aussi. Oui, révélée, tout à fait. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'entraide qui naisse aussi d'un narratif, on va dire, peut-être plus lumineux, plus encourageant? Et qu'est-ce qui est en jeu derrière? Comment? Je pense que c'est tout le travail de tellement de personnes ici, non? Et de Mathieu, bien sûr, de Magali, qui est comment est-ce qu'on raconte des histoires qui fonctionnent. Tu dis, on en parlait tout à l'heure, et si on revient en arrière, il y a beaucoup de documentation là-dessus. Je pense à une étude scientifique qui avait interrogé 219 Allemands qui avaient été des justes. Et quand on regarde pourquoi ils avaient été justes parce que justement, ils avaient eu des exemples eux-mêmes dans leur famille. Quand on regarde les militants des droits civiques aux États-Unis, c'est pareil. Et donc, lorsqu'on est nourri d'histoires de personnes qui sont comportées de manière juste, alors on a davantage nous-mêmes l'inspiration d'aller nous comporter aussi de manière juste. Donc, le travail qui est fait là, que tu fais, il est extraordinairement important. Je pensais aussi au travail sur l'émerveillement de Mathieu. En fait, c'est deux manières de nourrir par le beau, par le bon, par le juste, d'aller nourrir quelque chose qui est déjà là présent en nous. Et donc, comme tu l'avais dit, la peur, c'est une émotion essentielle, on en a besoin dans la vie, mais lorsqu'on n'est que dans la peur, on peut se sentir impuissante et impuissant. Par contre, si on est lucide, qu'on regarde les choses comme elles sont, mais qu'en même temps on est inspiré par quelque chose, une inspiration qui nous donne envie de prendre soin, parce qu'on a déjà ça en nous, alors peut-être que naturellement on se met en route sans être rêveur. Mais... Oui, moi j'ai des amis parmi les grands scientifiques de l'environnement qui disent peut-être nous n'avons pas su communiquer. Parce qu'on dit toujours des choses absolument catastrophiques qui sont vraies, mais on a moins tendance à présenter les solutions, à essayer d'inspirer les gens.
C'est pour ça aussi que dans tous les domaines, on peut faire comme Yann avec ses extraordinaires images de la Terre qui émerveillent. Et moi, j'ai aussi un album sur l'émerveillement. À notre niveau, si on s'émerveille devant quelque chose, la beauté de la nature sauvage, naturellement, on va respecter ce qui vous émerveille. On ne va pas détruire ce qui vous émerveille. Et si on a du respect pour ce qui vous émerveille, eh bien, on va être concerné par son sort, que ce soit les autres espèces animales ou les forêts vierges ou autre chose. Et donc, si on est concerné par son sort, ça nous mène à l'action, mais avec une source d'inspiration qui est très puissante. Et cette idée du livre sur l'émerveillement m'était venue j'avais entendu parler d'une campagne des écologistes en Allemagne, où dans la ville, ils avaient mis des immenses photos sur la nature sauvage, dans le genre de celle que Yann a fait. Et ça avait beaucoup plus interpellé, finalement motivé les gens que de leur dire, ben voilà, maintenant, on va avoir 4 degrés, tout le monde va mourir. Évidemment, c'est un côté, on se sent impuissant, parce qu'on n'a pas l'impression, en se réveillant le matin, que c'est nous qui avons dégradé la planète, mais collectivement, ben oui, il y a une dilution de la responsabilité. Donc, il faut aussi inspirer tout en... un élément de peur peut-être salutaire, mais il faut aussi inspirer pour voir qu'il y a des possibilités, que ça vaut la peine et que c'est possible, mais qu'il faut le faire vite et qu'il faut être déterminé. Et donc, en gros, voilà, progresser dans ce sens-là. Le temps est précieux, le futur ne fait pas mal, du moins pas encore, mais qu'il va faire mal très vite et qu'il commence déjà à faire mal maintenant. Magali. Ouais, sur l'émerveillement, c'était Jean-Jacques Cousteau qui disait on ne protège que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Donc effectivement, il y a cette nécessité et cette joie immense à revenir justement au contact du vivant autour de nous. Moi, j'ai la chance d'habiter dans la Drôme maintenant et je passe du temps avec des naturalistes, mais alors quel bonheur! C'est une des meilleures manières de se régénérer. C'est quelque chose qui est vraiment intergénérationnel et qui est source de fascination infinie. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Ilios, alors sur le soin, l'humain, moi j'ai une amie qui me disait régulièrement qu'elle pensait que l'apparition de l'homme sur Terre était une erreur et un cancer. Et j'arrivais pas à lui donner de réponse satisfaisante. Et un jour, en parlant avec Jean-Pierre Gou, qui est une personne que j'adore, qui est un écrivain qui a écrit La Révolution bleue, La petite princesse, il est très inspiré par Antoine de Saint-Exupéry et Le Petit Prince. Et un jour, en discutant avec lui, il me dit qu'il a réfléchi justement au rôle de l'homme sur la planète. Et qu'effectivement, l'homme peut être source d'évolution pour l'ensemble de la planète et qu'il a listé 17 causes, 17 manières de participer à cette évolution. La première étant que l'homme, en fait, est le seul animal à pouvoir prendre soin massivement et à régénérer les écosystèmes. Voilà, je voulais le rappeler parce que ça me semble être une belle inspiration et une source d'espoir. Alors je ne sais pas qui a été à la Marche du Temps Long et à l'atelier d'éco-psychologie d'Alexandre et de Caroline, mais si vous y avez été, vous connaissez déjà ce que je vais vous dire. Moi, je pensais à une dame vraiment hyper inspirante, allez la lire, allez la regarder, qui s'appelle Joanna Macy. Et Joanna Macy disait, si le monde doit être guéri par des efforts humains, ce sera par des personnes qui sont davantage dans l'amour de la vie que dans la peur. Et c'est une femme incroyable, elle a plus de 90 ans, je pense, aujourd'hui. Elle a justement une vision très, très, très pragmatique. Elle a été une des premières dans la lutte contre le nucléaire, le péril nucléaire. Elle était sur les barricades, hein. C'est pas une douce rêveuse. Et en même temps, elle a une énergie incroyable. Un de ses livres qui m'a beaucoup touché s'appelle « L'espérance en mouvement ». Donc voilà quelqu'un qui est hyper lucide et animé d'une énergie de vie incroyable. Et elle dit qu'il y a 4 grandes étapes, hein, que vous avez entendues. Et d'abord, qu'il y a celle de la gratitude, qui rejoint ce que disait Mathieu sur l'émerveillement. Si je ne nourris pas ma gratitude pour le vivant et la beauté de la vie, je n'aurai pas l'énergie pour aller à la deuxième étape, qui est honorer ma peine pour le monde. Parce qu'il y a... Alors, ce qu'elle propose, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est de se dire qu'une grande partie de ce que vous, moi, chacune d'entre nous, on vit de douloureux, c'est pas personnel, en fait. Nous avons une peine pour le monde. Et je trouve que c'est tellement doux et beau de se rendre compte que c'est pas personnel. On partage ça avec d'autres vivants. Et puis, évidemment, une fois qu'on a honoré la peine pour le monde, il y a la question de changer de regard et puis de se mettre en action. Et donc, il y a vraiment une spirale là, incroyable et merveilleuse à aller explorer, notamment dans ces marches du temps long, dans ces approches d'éco-psychologie qui nous reconnectent, au fond, voilà, entre la beauté et l'action. Pour dire un dernier mot, je voudrais citer Albert Schweitzer qui disait
L'amour est finalement la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. Donc, si vous êtes investisseur, vous savez où investir. On a peut-être... oui. Non, excuse-moi, je peux dire un mot? Je peux ou pas? Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, la semaine prochaine, on fera les 15 ans du film Home, qui est une grande histoire, qui est un film qui a été vu par près d'1 milliard de personnes, et donc l'équipe sera là, voilà, dimanche prochain avec 2 projections. Et je vais vous parler aussi d'une dame que j'ai rencontrée à Madagascar. Vous savez qu'on avait fait le film Human. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le regarder, c'est gratuit sur YouTube. C'est un film qui est assez long, il dure 3h20. Le film, au départ, il durait 9 heures, parce que les gens étaient tellement... Ce qu'ils disaient était tellement formidable que je ne voulais pas couper. Et c'est une dame qui vit à Madagascar, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui travaillent tous les jours comme un sacrifice quotidien pour nourrir leur famille. Des gens qui ont peur d'être malades, ils sont malades, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Des gens qui font beaucoup d'enfants, souvent pour avoir des bras. Et cette dame, elle avait eu 16 enfants, dont 6 étaient morts. Et on va l'interroger pour le film Human, les mêmes questions qu'on pose à tout le monde. Et je lui dis, quel est votre plus grand rêve dans la liste de questions? C'est un peu une question d'occidental. Et elle me parle de sa santé, de ses enfants, de l'éducation. Je lui dis, non, quel est ton plus grand rêve pour toi en tant qu'être humain? Et elle me dit quelque chose à laquelle je pense tous les jours, elle me le dit. Baisse la tête, baisse les yeux, doucement elle lève la tête, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va tous mourir ici. Est-ce qu'on va être fiers de la vie qu'on a eue? Est-ce qu'on aura été content de ce qu'on a fait? Est-ce qu'on aura donné du sens à notre vie? C'est tellement important de se dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on peut tous donner du sens à la vie, encore plus qu'avant. C'est très important de se le dire. Et vous savez, moi j'ai toujours été, toute ma vie, j'étais à la recherche de la beauté du monde. Des plus belles montagnes, des plus belles forêts, des plus beaux des animaux, des plus belles plages, les plus belles villes. Mais c'est quoi la beauté, en fin de compte? La vraie beauté, c'est les gens qui s'engagent. C'est les gens qui font, c'est les gens qui partagent. Il y en a beaucoup ici qui sont là. C'est des gens qui font quelque chose de leur vie. Et cette beauté, elle s'appelle l'amour, tout simplement. Pour ça, je vous dis, je vous aime. Bon savoir. Et cet endroit, à la Fondation, j'ai adoré les 2 jours. Vraiment, vous avez amené tellement d'amour dans ces 2 jours. Je suis même ému en parlant. J'étais ému hier de voir tous ces gens tout à l'heure qui étaient tous dirigés vers vous, qui vous écoutaient, qui avaient leur cœur grand ouvert. Et c'était vraiment magnifique. Donc merci encore. Voilà, merci, vraiment merci d'avoir fait ça. Et cette fondation n'est pas assez connue, je le redis. Donc n'hésitez pas à communiquer sur les réseaux, parce qu'on n'a pas assez de monde. On a besoin d'être plus connu, donc je compte sur vous. Voilà, merci beaucoup.